Les États-Unis ont perdu un avion ravitailleur au-dessus de l'Irak et un second, endommagé, a dû atterrir en Israël. Washington reste vague sur les circonstances du crash. Sans rien affirmer ici, je tiens juste à préciser que l'Iran dispose de drones Qarar. C'est un drone armé de missiles RR capable de menacer ces ravitailleurs américains en plein territoire irakien. Benjamin Netanyahou est-il mort? C'est la question qu'on va se poser et à quoi joue Israël. D'accord? Ça c'est très fort. Le nouveau guide suprême iranien fait son entrée en matière avec un affront direct vis-à-vis de Donald Trump et de Washington en particulier. Son missile à guidage thermique a une portée de 8 à 16 km et peut cibler des appareils aériens comme des drones, des hélicoptères, des avions de chasse américains, etc. Le Qarar lui-même a une portée opérationnelle allant jusqu'à 1000 km, ce qui lui permet d'opérer dans des zones comme l'Irak. L'avion a-t-il été abattu? Mystère. Mais une chose apparaît de plus en plus clairement. La résistance surveille de très près ces appareils volant à basse altitude, des cibles qui auraient pu être facilement abattues par des drones. Mais comme je l'ai dit, mystère américain. Après, les gens demandent pourquoi l'Iran n'abat-il pas directement des avions américains au-dessus de Téhéran. Mais vous voyez la France abattre des bombardiers en plein ciel de Paris, sur qui vont retomber les débris. Un appareil de plusieurs tonnes chargé de munitions. Mais bon, un Français a été éliminé en Irak. Que font les forces françaises en Irak pendant que ces bases sont évacuées par les Américains? Le président Macron affirme que ces forces sont présentes pour former. Ça fait bientôt 11 ans et 6 mois. C'est toujours quelle formation qui dure aussi longtemps? C'est un peu logique. Donc, il décide miraculeusement d'accentuer ces opérations au cœur même d'un conflit régional qui s'embrase. L'armée française n'a ni les moyens ni la marge stratégique pour soutenir un engagement prolongé dans un environnement aussi explosif. La présence de ces soldats sur cette base reste difficile à justifier et à comprendre. De leur côté, les gardiens de la Révolution accusent l'Europe, dont la France, de participer activement à la guerre en cours. Netanyahou a-t-il été tué par l'armée iranienne? On va s'y poser dans la prochaine vidéo, donc restez bien avec moi. Alors avant qu'on revienne sur notre cher ami à 6 doigts, je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Hier soir, il y a eu une interview télévisée qui a donc été passée de Benjamin Netanyahou, le terroriste génocidaire, et il a dit des choses qui sont extrêmement alarmantes. D'accord? Enfin, il a dit ou il n'a pas dit, ça on en reparlera après. Je pense que tout le monde s'y attend. On arrive au repos et à l'héritage. Nous atteindrons les jours du Messie. Alors je vous le dis, on atteindra peut-être les jours du Messie, mais ça n'arrivera pas jeudi prochain. Discours prophétique de Benjamin Netanyahou. Donc Benjamin Netanyahou s'est pointé à la télévision. Je vais vous prouver par A plus B que c'était pas lui dans la prochaine vidéo, pour nous expliquer qu'aujourd'hui, Israël et les Juifs, en gros, vont accomplir la prophétie. Alors encore une fois, je dénonce, ce n'est pas antisémite, il faut savoir que la plupart des Juifs ne pensent pas comme cette merde extrémiste, d'accord? Donc encore une fois, paix à tous les Juifs dans le monde qui font chier personne. C'est toujours mieux de le préciser dans les vidéos avant qu'on amalgame encore tout le monde antisémite, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais ce discours, il est absolument alarmant, parce que là, si ça avait été un extrémiste musulman qui avait fait ce genre de discours, vous imaginez même pas le tollé que ça aurait fait dans le monde entier. C'est-à-dire que le mec, il est en train de nous faire un discours prophétique d'une dominance juive dans tout le Moyen-Orient. Il faut savoir qu'il a clairement dit qu'il se débarrasserait des musulmans sunnites, chiites, etc. Donc il a bien dit les radicaux, mais vous savez très bien que dans les discours de Netanyahou, le mot radical ne veut absolument rien dire car il l'est lui-même. Donc clairement, il a appelé à la mort de tous les musulmans hier à la télévision, donc j'espère que ça va être relayé par nos chaînes d'information qui vont dénoncer tout ça, et j'espère surtout que les chaînes d'information vont relayer la prochaine vidéo que je vais faire. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme à 6 doigts. Alors moi, je ne pense pas que dans la prophétie juive, les hommes à 6 doigts existent. Je ne pense pas que les gens qui ont une oreille plus haut que l'autre existent également. Je ne pense pas également qu'à la 35e seconde de cette vidéo, il y a un matelas qui apparaît sur fond d'écran, ou une couette, je ne sais plus. Mais ça, on va en parler juste après, les amis. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahou est-il mort ou Benjamin Netanyahou est-il vivant?
Ça, il va falloir qu'on se pose sacrément la question, car il y a des rumeurs qui traînent depuis maintenant quelques jours sur la mort de Benjamin Netanyahou. Donc j'espère qu'à un moment donné, les propriétaires de cette rumeur, il réapparaîtra en public. J'espère ou pas, je vous avoue bien, je n'ai rien à foutre de ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, revenons sur cette vidéo. Il a fait hier Israël, du coup on va mettre Israël, parce que comme c'est pas lui qui a parlé, Israël a appelé à la mort de tous les musulmans dans le monde. D'accord? Ils ont appelé donc à la prophétie juive, à son accomplissement ou je ne sais quelle connerie. En tout cas, c'est extrêmement alarmant ce genre de discours quand on vient dire qu'Israël aujourd'hui est la démocratie du Moyen et du Proche-Orient et que c'est le pays le plus saint de cet endroit du monde. Faites-moi pisser de rire, bande de merde. Alors, je vous ai mis dans la vidéo précédente le discours de Benjamin Netanyahou hier à la télévision israélienne, donc nous voyons là. Maintenant, on va se poser sur 2-3 éléments absolument bizarres. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image qu'il y a derrière. Déjà, s'il n'y a rien qui vous choque sur l'image de base, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait des zooms. Alors moi, je ne savais pas que Benjamin Netanyahou déjà avait une oreille plus haute que l'autre. Je pense qu'on va commencer par là. Moi, je ne sais pas, normalement, on est tous à peu près asymétriques. C'est-à-dire que Dieu a créé le bébé avec les oreilles qui sont au même endroit. Bon, à part voilà, des gens qui sont nés avec quelques problèmes, mais je crois que Benjamin Netanyahou, ce n'est pas son cas. Bon, je vous l'ai zoomé un petit peu, histoire d'eux. Si vous faites une sorte de ligne, vous allez voir qu'il y a une oreille qui est absolument pas au même endroit que l'autre. Alors je sais qu'il y en a qui se sont amusés sur Twitter à faire des zooms au niveau du cou. Je vous avoue que moi j'ai pas été les faire parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais dites-moi, si on joue au jeu des 7 erreurs sur cette image, en imaginant que les deux côtés, donc le côté droit et le côté gauche, soient à peu près identiques, parce que Dieu a fait aussi en sorte que l'être humain soit normalement composé des mêmes choses des deux côtés, d'accord? Donc on a les mêmes mains, les mêmes doigts, les mêmes oreilles, l'œil, bon l'œil ça dépend de l'expression du visage, mais il n'y a rien qui vous choque? Je vous laisse encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Alors je vous fais un petit zoom sur les oreilles. Il y a un réel problème les copains, moi je vous le dis. Mais le problème principal c'est celui-là. Est-ce que vous connaissez l'homme aux 6 doigts? Bah il est là l'homme aux 6 doigts. Alors Benjamin Netanyahou a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 doigts. Alors c'est peut-être dans la Torah, j'en sais rien, peut-être que dans la Torah il y a un homme aux 6 doigts qui doit contrôler Israël. J'en sais rien. Mais il y en a qui diraient non, mais c'est une image modifiée. Ah ouais. Ah bah pourtant quand vous reprenez l'interview en direct, l'homme aux 6 doigts, il a toujours 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, faut savoir, mesdames et messieurs, qu'il y a une rumeur qui tourne depuis quelques jours maintenant, comme quoi l'Iran aurait tué Benjamin Netanyahou. En tout cas, les amis, une chose est sûre, cette interview qui a été passée hier à la télévision israélienne, ce n'est pas Benjamin Netanyahou qui l'a donnée. Ça, c'est une certitude. C'est un deepfake. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont repris la tête de Netanyahou avec sa gestuelle et ils en ont fait un deepfake. C'est extrêmement facile à faire aujourd'hui de nos jours. Il n'y a pas besoin de faire partie du Mossad. Sauf que quand tu fais partie normalement d'intelligence artificielle, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas 6 doigts sur une main et que surtout quand tu mets un fond vert derrière, ils disparaissent pas au bout de 35 secondes de la vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo qui a été passée de Benjamin Netanyahou. Au bout de 35 secondes, il y a une couette en arrière-plan. Donc la question va se la poser quand même parce que qu'ils utilisent des fonds verts pour faire des vidéos, il n'y a pas de problème, parce qu'il doit être caché, Benjamin. Mais par contre, qu'il ait 6 doigts, ça commence à poser sérieusement question. Parce que ça veut dire que la personne qui a fait l'interview hier, ce n'est pas Benjamin Netanyahou. Ça se déroule en ce moment même en Iran. Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour soutenir leur gouvernement, dénoncer Israël et les États-Unis. Ces rassemblements ont lieu dans plusieurs villes, notamment à Téhéran. Ils le font pour montrer aux médias de propagande qu'ils restent debout malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les frappes de l'entité. Une attaque a eu lieu durant ces manifestations et pourtant, la foule ne faiblit pas. Et donc, c'est avec cette foule, avec ces Iraniens, que les États-Unis et l'entité espèrent provoquer un renversement populaire. Sérieusement, dans la presse occidentale, on vous montre toujours une poignée de contestataires et ces images sont amplifiées jusqu'à faire croire que tout le pays est contre son dirigeant. Mais regardons la réalité en face. Quel président dans le monde peut prétendre faire l'unanimité? Aucun. Même sous Trump, même sous Macron, même sous Biden, il y a des manifestations, des contestations, des critiques. Cela ne veut pas dire que la majorité de la population souhaite un changement de force.
Comment les États-Unis peuvent-ils justifier publiquement l'idée qu'ils doivent imposer ou choisir le dirigeant de l'Iran en affirmant que ce choix devrait se faire selon leur vision et au-delà de la volonté de la société iranienne? C'est incroyable. Comment Donald Trump peut-il affirmer qu'il doit être impliqué ou même obtenir l'aval des États-Unis sur la personne qui dirigera l'Iran? Ce que ces médias occidentaux refusent catégoriquement On de dirait que montrer, l'Iran serait devenu c'est la résistance silencieuse mais massive, celle qui se tient derrière son gouvernement, celle qui refuse que son avenir soit écrit à Washington ou par Washington. Et derrière ces manifestations, la vérité est simple. La force d'un pays ne se mesure pas à la voix de quelques dissidents amplifiés par des caméras, mais à la détermination de ceux qui restent debout, envers et contre tout. L'Iran est en train de faire exactement ce qu'il avait promis. Il laissera passer les navires chinois et il bombardera tous les navires qui sont affiliés à l'Israël et aux États-Unis. Et il l'a exécuté. Un navire américain, un pétrolier américain, un pétrolier thaïlandais aussi, ont été bombardés. La France a des soldats qui sont touchés, dont un a finalement succombé à ses blessures. Donc, la zone s'embrasse. Dubaï se vide de sa population et la crise va forcément s'installer. Les pays du Golfe ont tous peur. Bahreïn voit ses dépôts de pétrole bombardés. Ce qui se passe est d'une gravité extrême. Et l'Iran est prêt à faire une guerre d'usure. Une autorité israélienne a dit qu'il faut se préparer au pire. Parce que ils savent que les jours à venir ne seront pas faciles, vu l'intensité des bombardements. En Israël, malgré la censure des images, on parvient toujours à avoir des fuites de certaines vidéos qui prouvent réellement qu'il y a une destruction massive et il y a beaucoup de morts, malgré la censure. Donc, la guerre a débuté depuis bientôt 15 jours, ou bien depuis 15 jours, le 28, bientôt 15 jours, mais l'Iran tient. Les États-Unis ont vu que leur plan ne marche pas, parce qu'ils avaient pensé que ce serait une guerre claire. Paf, c'est fini, ils rentrent. Donald Trump, ses conseillers lui demandent de chercher un plan de sortie de crise, de sortie de guerre, tout en déclarant que l'armée a bien fait son travail et que tous les objectifs sont atteints, bien que aucun objectif n'est atteint, aucun. Et même, d'ailleurs, c'est les objectifs qui changent maintenant. Ouais. Donald Trump aussi dit que mieux vaut sacrifier le passage d'Hormuz, avoir une flambée des prix du pétrole au niveau mondial, que de laisser l'Iran avoir sa bombe atomique. Donc, les choses changent, mais si on observe très bien la situation, l'Iran, malgré ses pertes, parce qu'il faut le dire aussi, l'Iran continue de résister. Hier, l'ayatollah Mojtaba a parlé et son discours a été lu à la télévision. Et il y a moi un mot ou bien une expression qui, peut-être ce n'est pas que moi, mais qui m'a beaucoup retenu, qui a retenu mon attention, c'est le terme vengeance du sang versé. Et il précise que cette vengeance-là, du sang versé, ne sera pas seulement le sang de l'ayatollah Khomeini. Non. Ce sera une vengeance pour tout citoyen iranien qui a été tué lors de cette guerre-là. Donc, nous assistons aujourd'hui à un discours similaire à ce qu'on avait l'habitude de voir, ce qui rassure aussi les Iraniens,
Parce que les Iraniens, c'est des peuples décomplexés. Ça, je vous le dis, c'est 3000 ans de civilisation. C'est un peuple qui s'est appuyé sur ses valeurs pour bâtir ce qu'il a aujourd'hui. Donc ce discours-là, je vous recommande d'aller vraiment le lire, et le lire attentivement. Vous pouvez l'avoir sur Internet, hein, vous pouvez l'avoir même sur Facebook. Mais très sincèrement, c'est un discours très rassurant pour un citoyen iranien. Et je sais que si vous analysez le discours, vous allez voir que les Iraniens sont prêts à faire le sacrifice, ils sont prêts à faire une guerre longue. La fermeture de Toit d'Ormuz n'est qu'une partie de cette guerre-là, parce que l'Iran vise réellement les intérêts de tous les pays affiliés aux États-Unis et à l'Israël. Et le nouveau guide-là, je pense que les Américains ont fait une erreur d'avoir tué un vieux de 85-87 ans et laisser mettre un jeune de 54 ans. Voyez. Donc on a rajeuni juste l'appareil. Et souvent dans des cas comme ça, l'équipe qui arrive est beaucoup plus radicale. Parce qu'elle est témoin, elle a vécu, elle a souffert, elle a vu l'ancienne équipe se faire décimer. Et il y a ce sentiment de vengeance qui s'installe. Et moi je pense personnellement que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Iran. Il y a cette envie de vengeance de la part des Iraniens. Benjamin Netanyahu, est-ce qu'il a été envoyé au repos éternel? Moi, je ne dirais pas au repos éternel. Est-ce qu'il a été envoyé en enfer? Ceux qui sont bien, on va dire repos éternel. Ceux qui sont mauvais, on dit en enfer. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de repos éternel. Le repos éternel, c'est quand tu te reposes bien. Mais avec ces gens-là, il ne faut pas dire repos éternel, il faut dire l'enfer. Alors, que s'est-il réellement passé? Il se trouve que même les satellites de Google ont volontairement masqué la position géographique du bunker du Premier ministre israélien en plein Tel Aviv. L'Iran vient de frapper, je crois que c'était hier ou avant-hier, l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle le Knesset, je crois que c'est le Knesset ou Knesset, là, leur Assemblée nationale a été frappée et puis détruite complètement. Cette guerre devient intéressante parce que tout ce qui constitue le symbole de l'État, dont les conventions sont claires, pendant la guerre, vous ne touchez pas au symbole de l'État. Ils ont bombardé et Israël se croyait tellement au-dessus du monde. C'est des gens qui n'ont aucune considération pour les autres. Pour eux, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais ce qui rend cette guerre intéressante, l'Iran dit, c'est la dernière guerre que nous allons mener, et avec Israël et avec les États-Unis. Soit l'Iran sera effacé de la carte, soit l'Iran sera libre désormais comme tous les autres États. Et tout ce que je vous ai dit depuis que la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui, tout est en train de se confirmer point par point. Avec l'arrivée au pouvoir de Mojtaba, le fils Khamenei, vous voyez, l'histoire est une répétition. Bush le père a été humilié par Saddam Hussein. C'est Bush le fils qui a lancé la guerre contre l'Irak. Vous vous rappelez? D'accord. Khamenei le père a été tué devant son fils. Sa mère a été tuée. Sa femme a été tuée. Sa fille de quelques mois a été tuée. C'est le monsieur qui a vu littéralement toute sa famille être effacée de la surface de la terre. Et vous voulez qu'il vienne s'asseoir à la même table que Donald Trump? I'm sorry, man. Il faut peut-être être un enfant maudit pour faire ça. Maintenant, là où ça devient intéressant, ils ont planifié la guerre en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord affaiblir la présence militaire dans le Moyen-Orient, dans le Golfe, et l'objectif, c'est de chasser les États-Unis du Golfe. Ça, c'est le premier objectif qu'ils sont en train de réussir. Deuxième objectif, c'est d'étrangler l'économie mondiale
à tel point qu'on reconnaisse désormais qui est l'Iran. Troisièmement, c'est détruire le marché, c'est-à-dire les banques. Quatrièmement, la quatrième position devait être logiquement la première, c'est affaiblir militairement, économiquement Israël. Le temps que Israël va se reconstruire, l'Iran aura déjà fini tout son programme. Vous voulez que je sois le guide, je suis d'accord. Mais je ne serai pas le guide tant que je n'entends pas que la résidence, la primature, enfin j'appelle la primature, mais il y a un autre nom, qui est un bouquin, je vais entendre que quelque chose est arrivé à Benjamin Netanyahu. Sinon, je ne suis pas prêt à être votre guide. Comment tu sais ça? Laissez ça tomber. Écoutez seulement. Effectivement, ils ont géolocalisé, parce que pendant la guerre de 12 jours, ils avaient frappé une première fois. Mais cette fois-ci, ils ont frappé avec plus de puissance, plus de feu et plus de détermination. Ce n'est pas le bureau seulement qu'ils ont frappé, ils ont même frappé là où il était supposé être. Mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Les envoyés de Trump, on dirait que Donald Trump voulait s'assurer qu'il est bel et bien vivant. Donc, aujourd'hui, il devait y avoir une réunion entre l'envoyé spécial de Trump et le beau-fils de Trump. Au moment où ils sont prêts à embarquer, ils reçoivent un appel de Tel Aviv pour leur dire que le Premier ministre ne pourra pas les recevoir. Donc, à la dernière minute, leur départ a été annulé. Je répète, j'ai dit, l'envoyé spécial. Ça veut dire que quelque chose serait passé, quelque chose ne va pas. Rencontrer Benjamin Netanyahu aujourd'hui à Tel Aviv. Au moins, ils sont prêts à embarquer. Ils reçoivent un appel d'Israël pour leur dire que le Premier ministre ne peut pas les recevoir. Alors, question. Quelqu'un qui aime se pavaner sur les réseaux, quelqu'un qui aime se montrer, quelqu'un qui veut Sans montrer, aucun motif. c'est lui qui est en charge, c'est lui qui détient le dernier mot, c'est lui. Mais il a disparu. Alors comment ton allié américain doit envoyer quelqu'un de voir, tu dis le Premier ministre ne peut pas recevoir. Soit il est mort, soit il est sérieusement blessé. L'état de son fils est critique. On entend comme ça fait quelques jours qu'il est en soins intensifs, mais son frère en tout cas a été tué. Maintenant, il y a trois de ses collaborateurs, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le directeur de Mossad. Eux aussi ont été identifiés et frappés. Maintenant, est-ce qu'ils ont été tués? Est-ce qu'ils ont été blessés? Parce que ni l'un ni l'autre, depuis la frappe sur le convoi du ministre de la Défense, on n'a rien entendu. Depuis la frappe sur le ministre de l'Intérieur, on n'a rien entendu. Depuis la frappe sur le quartier général du Mossad, on dit le directeur était là-bas, on n'a rien entendu. Alors que nous savons tous, merci à toi Abba, alors que nous savons tous que c'est des gens qui aiment se pavaner. C'est des gens qui ont dit Israël est fort, Israël est puissant, c'est nous, on a frappé, puis nous voilà dehors. Parce que quand vous faites une guerre, il faut travailler avec ce qu'on appelle la psychologie de la guerre. C'est-à-dire votre simple présence est un message de déstabilisation psychologique de l'ennemi. Tout ce que tu as fait, c'est zéro, me voilà bien portant. Mais si on peut voir ni Benjamin, ni le directeur de Mossad, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, posez-vous la question, est-ce qu'ils sont encore parmi nous? Est-ce qu'ils sont vivants aussi comme nous? Il y a une chose qui fait peur aux États-Unis dans cette guerre face à l'Iran, et c'est leur point faible au final. Et là, on l'a officiellement trouvé de toute façon, puisque l'administration de Donald Trump a demandé lundi à Benjamin Netanyahu et à Israël de ne plus frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, en particulier justement les installations pétrolières. Il y a trois sources qui le citent, dont Axios, donc ça reste une information qui pour moi est réelle, sinon je ne vous en parlerai pas. Mais en soi, avec tous les propos qui ont été tenus aujourd'hui, ceux de Donald Trump d'ailleurs qui annonçait déjà une fin de guerre, qui annonce aussi vouloir prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, on sait que son problème maintenant c'est le prix du pétrole, parce que le prix du pétrole a une répercussion sur les États-Unis et au final sur le monde entier. Et aujourd'hui, alors où je vous parle, là, il y a un pétrolier qu'ils ont laissé passer, grâce aux Américains apparemment.
un premier pétrolier. C'est peut-être le début d'une infime négociation, pourquoi pas, mais quoi qu'il arrive, quand on voit que du côté de Donald Trump, on demande à Netanyahou d'arrêter de bombarder ses installations pétrolières, c'est que ce pétrole, c'est vraiment ce qui tient par les couilles les Américains. Et l'Iran l'a compris, c'est pour ça que dès le départ, ils ont voulu bloquer le détroit d'Ormuz. On en parle dans les commentaires. Et désolé si ça zoome comme ça me casse les couilles TikTok, je sais pas comment ça se fait. Ok, breaking news de fin de semaine. L'Iran ne s'est toujours pas rendu, avis aux trolls qui vous disent que les États-Unis vont gagner bientôt. Donald Trump a annoncé une fin de guerre quand il a envie. Je me demande sur quelle planète il est bien. À mon avis, Donald Trump se réveille le matin, il a un miroir, il passe dedans, il est dans une autre planète, sauf qu'il oublie que quand il repasse dans le miroir, il arrive sur Terre. Il n'y a aucune autre solution. À part ça, c'est... Parce que... En dehors de ça, je vois vraiment pas comment il peut se dire qu'il va finir une guerre qu'il ne maîtrise pas, où il ne peut rien faire, où tout se fait bombarder autour de lui, où il dit non mais je claque des doigts, ça s'arrête. Visiblement, c'est Harry Potter, enfin je ne sais pas. Bon, sinon l'Iran est en train d'asphyxier au niveau alimentaire tous les pays du Moyen-Orient, parce que le détroit d'Ormuz, effectivement, ça permet de faire sortir le pétrole, mais ça permet surtout à toutes ces monarchies construites dans le désert, qui ne sont pas autosuffisantes, de s'alimenter. 90% de leur réception alimentaire se font par le détroit d'Ormuz. Là, il est fermé, ce qui fait que bientôt, si ça continue comme ça, ils vont être complètement asphyxiés de manière alimentaire, en sachant que ces gens-là, en plus, ils ont l'habitude de manger caviar, homard et compagnie, grand chef, matiti patata, donc compliqué, vous voyez. Quoi d'autre Chez Netanyahou, on ne l'a pas vu en vrai, parce que la vidéo qui est là, personne ne va me faire croire que c'est vraiment sa tête. Ça, c'est sûr que c'est de l'IA. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en vie, puisque même Khamenei, on ne le voit pas en vrai. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas lui qui était sur la vidéo et que c'est un fait qui a été remonté parce que ça se voit que c'est pas lui. Je veux dire, au niveau de la peau, le gars, il aurait plus grosse que l'autre. Même si on peut trouver une excuse pour la main, soi-disant, c'est cette partie-là qu'on verrait qui fait qu'il a 5 doigts. Enfin, là, quand je vous mets comme ça, allez, on va dire que c'est possible, mais son autre main, son oreille, son œil, enfin, on voit bien que ce n'est pas lui. Alors, est-ce qu'il est mort ou pas? Ça, j'en sais rien. Dans tous les cas, les Israélites ne nous donneront pas la réponse. Et l'Iran est bien parti pour continuer à semer la terreur, parce que, au niveau de la propagande, là, vous voyez de plus en plus sur tous les médias, de plus en plus, ça commence à être difficile d'expliquer. Bon, alors les États-Unis ont frappé, les États-Unis ont fait ceci, les États-Unis ont fait cela, mais le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Et effectivement, il y a une base qui a été attaquée en Irak, où 6 soldats français ont été blessés, dont un grièvement, si je ne dis pas de bêtises. L'Iran, pour l'instant, n'a pas communiqué dessus. Est-ce que c'était vraiment les Iraniens? Non, parce que les Français sont quand même capables d'aller se tirer dessus et de venir dire oui, nous aussi on rentre en guerre pour te dire oui, non, mais c'est pour ça qu'on va aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Allez vous mettre dans une guerre aussi, puisqu'on n'a que ça à foutre nous. Et voilà, donc c'était un petit peu le point là de la fin de semaine. Je pense que l'Iran est parti pour continuer sa campagne. De plus en plus de pays ont lâché Donald Trump. Donald Trump, il est embourbé dans son miroir magique là. Mais frère, il va falloir revenir à la réalité. Parce que dans la réalité, tu perds! La Turquie, pour moi, a officiellement tout compris. Il y a un navire appartenant à une compagnie turque qui a franchi le détroit d'Ormuz après avoir reçu la permission de l'Iran de le faire. C'est ce qu'a déclaré un ministre turc. Et en soi, ça montre encore une fois que la Turquie est un allié fort, en tout cas un opposant fort à Israël. Sachant que la Turquie fait aussi partie des rares pays, avec l'Espagne, à avoir reconnu et condamné le génocide en cours en Palestine, et ça c'est absolument pas rien. Alors oui, je sais qu'il y en a qui ont un problème avec Erdogan, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment, il y en a qui disent qu'il joue sur plusieurs tableaux, mais en attendant, il fait partie des rares pays qui ont eu l'autorisation de franchir ce détroit d'Ormuz en pleine guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et franchement, comme je le disais, c'est pas rien du tout, donc bravo aux Turcs en soi, bien que ce soit le gouvernement qui soit derrière tout ça, mais au final, comme quoi des fois, savoir dire la vérité plutôt que de faire l'autruche, ça paie. Parce que nous, en attendant en France, Emmanuel Macron ne sait toujours pas reconnaître ce qu'est un génocide, et ce malgré le nombre de femmes et d'enfants qui sont décédés en Palestine.
Et derrière ça, il continue à marcher derrière Israël et derrière les États-Unis, ce qui fait qu'il est obligé d'envoyer son petit porte-avions là-bas pour essayer de faire changer d'avis à propos du détroit d'Ormuz notamment. Mais bon, rien ne fonctionne et ça on le voit. Je voudrais qu'on revienne sur les civils, parce qu'on parle beaucoup de la guerre, de ce qui se passe, mais il y a des gens civils qui meurent, et c'est important. Tout d'abord, les civils libanais, qui n'ont rien demandé et qui se font tuer, déplacer par Netanyahou et son armée. Ensuite, évidemment, les civils iraniens, notamment l'école des petites filles, ça a été confirmé que ça a été fait par une frappe américaine. Alors l'excuse c'est oui, mais il y avait un camp militaire à 600 mètres, donc du coup le missile s'est trompé. Donc déjà, à quel moment tu vas frapper à côté d'une école pour enfants en sachant que c'était ouvert? Enfin, pour moi, il n'y a aucune excuse. Plus tous les autres civils iraniens qui sont morts durant cette guerre. Et là, par contre, on va pas s'attaquer aux civils israéliens. Et je vois beaucoup de vidéos de personnes qui mangent des pop-corn, qui mangent des machins. Dites-vous quelque chose. Toutes les personnes iraniennes qui sont mortes dans cette frappe n'étaient pas des proches Netanyahou. Ce n'étaient pas des civils qui étaient pour Israël. Et en vous réjouissant de la mort de ces personnes-là, vous n'êtes pas différents d'eux. Vous pouvez vous considérer indifférents. Vous dire qu'ils ont décidé de rester à Israël, donc ils sont en quelque sorte responsables. Mais ne vous réjouissez pas de la mort des gens. On ne se réjouit jamais d'une mort, et même si c'était les pires personnes, ils faisaient partie des personnes qui étaient contents qu'on bombarde Gaza, souhaitez-leur juste qu'ils répondent de leurs actes. Mais vous n'allez pas salir votre âme pour des personnes qui, elles, n'en avaient pas. Donc, que ce type de vidéos, elles sont quand même extrêmement déplacées, que les familles israéliennes qui n'ont jamais soutenu ce qui se passait à Gaza ont tout mon soutien. Pour les autres, eh ben, allez enterrer votre mort. Je ne suis pas contente qu'il soit mort. Je n'en ai juste rien à faire. Voilà, je pense que le message est passé. En tout cas, bon courage aux civils. Et n'oubliez pas que dans cette guerre, il y a beaucoup d'innocents qui meurent.